Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitateur, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre et pour cette émission, je suis rejoint par Noah. Salut Noah. Salut! Alors Noah, est-ce que ça va ? Écoute, ça va, on est un vendredi soir, c'est bientôt le week-end. C'est genre la meilleure situation du monde, en mode genre pas de travail demain et je suis bientôt en vacances. Eh bien écoute, ce sont de très bonnes conditions pour enregistrer un beau podcast comme celui qu'on s'apprête à faire. Est-ce que tu veux te présenter aux gens qui nous écoutent, Noah ? Oui, je peux, ça je sais faire. Donc du coup, je m'appelle Noah. Dans la vie du boulot, je suis community team lead / community director sur des jeux vidéo comme Conqueror's Blade, Skyforge ou Lost Ark, dont on entend parler en ce moment un petit peu plus. En gros, je fais des stratégies de communication et j'encourage une dizaine de community managers à faire du shitposting sur les réseaux sociaux et à leur dire vous avez une idée qui est un peu drôle, allez-y, lancez tout. En dehors de la vie du travail, je suis aussi la co-host du formidable podcast qui est Force the Plot. Tagline, le podcast qui regarde les cinématiques jusqu'au bout. Donc on parle aussi de jeux vidéo et donc là nous on s'intéresse vraiment à l'histoire du début à la fin. Et sinon j'ai vu que tes invités précédents parlaient un peu aussi de quand est-ce qu'ils ont commencé à jouer et donc du coup je me suis dit je vais le faire aussi. Donc du coup question jeux vidéo et quand est-ce que j'ai commencé, et je me suis rendu compte que ça faisait une paye parce que j'ai un souvenir très précis d'être en train de demander Dungeon Keeper 2 à mon père et c'était en 99. Donc j'ai déjà des souvenirs. Donc, je pense que ça commence à dater, en fait. Là, on est en 2021, donc ça fait une bonne vingtaine d'années que je réclame des jeux vidéo, en tout cas. Ah ouais, et donc pour toi, 99, c'est un vieux souvenir ? Ouais, oui, mais alors... Je suis vieux. Non, mais j'avais 10 ans. J'avais 10 ans en 99. Ok, donc ça va. Hashtag je suis vieux, mais pas seul. Voilà, c'est ça. Oh non, maintenant je suis vieille aussi. Donc c'est pas grave, c'est le week-end, j'ai le temps de faire ma crise existentielle. Je pourrais me dire genre, moi aussi je suis vieille, putain. Mais non, il n'y a pas de gens vieux, il n'y a que des gens sages. Donc, je t'ai invité pour cette émission, Noah, et tu as très gracieusement et très gentiment accepté mon invitation. Du coup, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui, pour moi, est assez important et sur lequel il y a beaucoup d'éléments à aborder. C'est les jeux moyens, les jeux pas ouf, les jeux dont on se dit qu'ils ne marqueront pas l'histoire, Oui, c'était pas horrible, mais c'était pas des chefs-d'œuvre non plus. Clairement. Sachant que j'y ai pensé parce que donc moi je suis un immense consommateur de RPG japonais et plus spécifiquement je suis un gros fan de la série de Namco Tales of, donc qui a commencé avec Tales of Symphonia en France en 2004, mais qui est beaucoup plus ancienne que ça. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai joué à Tales of Zestiria, qui était sorti en 2015, dont on m'avait dit qu'il n'était pas ouf. Et force est de constater que la rumeur était vraie. Le jeu était pas ouf. Oui. Et je me suis dit, il y a quand même des choses à dire. Donc, on va pas parler que de ce jeu-là, hein, t'inquiète pas, mais voilà, ça a été la base de ma réflexion là-dessus. Et du coup,
Quelle est à toi, Noah, une expérience récente ou marquante d'un jeu où t'en es sorti en te disant ouais bon bah voilà quoi. J'en ai un en particulier qui m'a marqué par le fait qu'il était bof. C'est le jeu qui s'appelle. Alors attends, j'ai noté son nom parce que j'ai été le rechercher. C'est Murdered Soul Suspect. C'est un jeu qui est sorti il y a 6 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, on joue un détective qui est mort. Et en fait, il doit enquêter sur son propre meurtre en étant un fantôme et en refaisant tous les chemins en fait qui l'ont conduit à être assassiné. Et du coup, j'étais hyper hypée. J'étais là genre ah mais c'est génial, c'est genre un jeu de console un peu sympa. Il y a un détective qui va faire des trucs. En plus, il y a des fantômes. C'est hyper cool. Et force est de constater qu'il était pas nul, mais il était vraiment moyen. J'étais devant en mode genre j'ai là je reconnais, là je me fais chier. Oui, ça c'est bien le sentiment que je connais. Ah, Je m'emmerde. Et ouais, c'était terrible en fait parce que ce jeu, enfin ouais, ce jeu-là en fait, il y avait des moments qui étaient bien. Et c'est ça en fait les trucs, les jeux moyens en fait. Il y avait des moments qui étaient bien et il y avait des moments qui étaient genre pas top. Et du coup, ça fait genre une espèce de moyenne générale en fait où t'es là en mode genre ah ouais, c'est moyen quoi en fait, ouais, c'est un petit 5 sur 10 ouais quoi. c'est ça. On le mettra pas au bûcher, mais on le mettra pas au musée non plus. C'est ça, on n'a pas envie de le détruire, mais on n'a pas envie de s'en rappeler non plus quoi. Mais alors du coup, ce jeu, est-ce que tu incarnes Bruce Willis et est-ce que tu rencontres un enfant qui peut voir des gens qui sont morts? Non! Ah! Dommage! Au pire, comme ça, on aurait pu avoir un truc un peu à la Night Shyamalan et on serait parti sur les films moyens aussi. Mais non, mais je vais me faire détester, mais je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Old. On se calme tout de suite. Il était très bien. Mais ouais. Non, mais non, c'est un. En plus, c'est un détective qui a un nom tout ce qu'il y a de plus banal. Il s'appelle Ronan O'Connor. Enfin, Ah oui, c'est. Ouais, Monsieur Banal, quoi. Il fait des late shows aussi, non? Ouais, non, ben non, tu vois, parce qu'en fait, c'est le type banal. Il a essayé de faire un truc un peu intéressant, et puis en fait, ils l'ont pas pris au casting. Mais par contre, des fois, il a des petits rôles, et ça, Ouais, ouais. ouais, moyen, quoi. Non, mais je vois bien je vois bien l'idée. Je vois bien l'idée. Et du coup, en te basant sur cette expérience-là et sur d'autres expériences, comment est-ce que toi, tu définirais de la manière la plus juste et la plus générale possible ce qu'est un jeu moyen ou ce qui fait qu'un jeu est moyen? Il y a, à mon sens, pas mal de choses qui peuvent être intéressantes justement sur la définition du jeu moyen. Dans le jeu vidéo, je trouve qu'on a même quand on note en fait des produits de culture en général, on va souvent avoir vraiment une polarité qui va être super forte. On va être là en mode ah, c'était un chef-d'œuvre, c'était extraordinaire, ou alors c'était vraiment mauvais. Et on va pouvoir tous dogpile sur ce truc qui est mauvais et adorer, détester ce truc-là. Et dans les jeux moyens, en fait, il y a pas cette binarité-là, en fait. C'est des produits qui sont un peu au milieu. Et du coup, j'y réfléchissais et je me disais: «Mais en fait, je trouve que, un des trucs vraiment qui pourrait définir, les jeux moyens, en fait, ce serait genre le genre de dialogue où, il y a quelqu'un qui te dit genre: «Bon, bah, voilà, Murder de Soul Suspect, tu te souviens de ce jeu?» Et déjà, donc c'est un jeu moyen et tu es là genre: «Attends, je m'en souviens pas. Écoute, non, je me souviens pas y avoir joué». Et là, les gens te disent: «Mais si, tu sais, il y avait le détective qui faisait machin», et tu es là genre: «Ah oui, ce truc-là». Et ça, je trouve que c'est vraiment la définition du jeu moyen, en fait. Tu l'oublies au fur et à mesure du temps. Tu es là en mode genre: «J'ai pas trop de souvenirs de ce truc-là». Si on te le rappelle, tu fais: ah ouais, j'avais passé un moment intéressant quand même». Mais le truc est complètement sorti de ta mémoire. Et il y a ça qui est, je trouve que c'est vraiment, pour moi, la définition du jeu moyen. En fait, t'oublies le truc complètement. Et quand on te le rappelle, tu fais: «Ah ouais, pourquoi pas?»
Ouais, c'est intéressant et ça raccroche en plus des choses qui m'avaient marqué en réfléchissant au sujet, notamment une vidéo de la très très bonne chaîne YouTube Extra Credits qui parlait de comment on se rappelle nos sessions de jeu. Et où justement il faisait remarquer que on a tendance à se rappeler de choses très marquantes dans des moments de scénario justement comme vous pouvez en parler dans Force de Plot Ouais. ou de pics de difficulté, mais les moments où tu es vraiment dans la boucle de gameplay et où tu joues au jeu presque en t'oubliant dedans, eh bien, ce sont des moments dont il est très difficile de se rappeler en détail. C'est Oui. par exemple sur un jeu de tir, ça va être très difficile de dire ouais, ben, j'ai tiré sur X ennemis de ce type-là, ce type-là, ce type-là, j'ai utilisé X arme à X moment. Ouais. C'est des choses dont on n'arrive pas à se rappeler. Et ça accroche aussi à un autre truc qui est très très intéressant sur la perception du temps que j'avais vu dans une vidéo de l'autre excellente chaîne YouTube qui s'appelle Vsauce qui est une chaîne de curiosité humaniste au sens 16e siècle du terme, Oh, ok. absolument incroyable. Où il parle des deux modes de perception du temps, à savoir quand tu te fais vraiment chier à un moment, genre tu attends un avion à l'aéroport, c'est un calvaire d'attendre, mais Ouais. quand une fois que c'est passé, tu ne te rappelles pas combien de temps t'as passé à souffrir dans l'aéroport. Donc ça, c'est la perception long-court, Ouais. c'est-à-dire ça passe très lentement pendant que tu le vis et dans ton souvenir, ça passe vite. Et l'autre mode principal, c'est l'inverse. Quand tu passes un bon moment avec des gens que tu aimes, t'as l'impression toujours que ça passe trop vite. Quand vous vous séparez, tu te dis oh là là, c'est passé trop vite. Mais quand tu t'en souviens en détail. Tu te souviens de ce que tu as ressenti, tu te souviens des moments individuellement. Et du coup, c'est la perception court-long. Ok, ouais. Le moment passe rapidement et tu t'en souviens comme d'un moment qui a duré longtemps. Mais avec la télévision, est apparu un autre mode de perception du temps, qui est Ouais. le mode court, Ouais. où c'est juste assez stimulant pour que ton cerveau se mette pas en mode mais quelle horreur, qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, mais c'est pas assez riche ni assez euphorisant pour que tu arrives à créer un souvenir marquant dans ton esprit. C'est flou, Et ouais. du coup, la session de jeu vidéo moyenne, et pas au sens un jeu pas ouf, mais au sens de toute la moyenne de l'expérience de jeu vidéo, eh bien, d'après cette vidéo de Extra Credits, eh bien, c'est aussi un moment qui est enregistré dans ton cerveau comme un moment court. C'est génial. J'adore. Ah, et donc du coup, ouais, ok. Oui, du coup, je comprends mieux mes 150 heures sur Assassin's Creed Valhalla. Ah oui, c'est peut-être ça. C'est pour ça que j'en ai pas trop de souvenirs. C'est complètement ça, ouais. À part le mode photo, y a rien qui est resté. C'est ça. Mais écoute, effectivement, ça marche là-dessus. En fait, j'ai quand même passé 150 heures sur ce jeu. Et j'ai des souvenirs de 2 boss, je crois. Le reste, qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai fait en 150 heures? Genre, what? Et je sais pas. Mais j'ai passé un bon moment, ça je le sais. C'était bien. C'était pas médiocre, c'était bien. Mais on est sur du court. Ouais, là c'est la définition en plein, ouais, effectivement. Ouais. Et ouais, bah, je vais te dire ce que tu as fait pendant 150 heures. Tu n'as pas consommé de produits culturels qui ne rapportaient pas d'argent à Ubisoft. Et du coup, pour eux, c'est mission accomplie. Oui, c'est ça. Mais oui. Ouais, ça... Est-ce que... Ouais, non, en fait, bon, à partir du moment où je l'ai acheté, est-ce que finalement je leur rapporte de l'argent? Ça peut être aussi une question qui peut être intéressante. Ah oui, bah, la valeur du temps qu'on passe, après on peut comparer ça à son salaire et se dire ah oui, non, oui. Ah oui, non, ah. Mais faut pas faire ça. Faut Non. pas faire ça. Non. Attention, c'est une pente glissante. Hashtag voter à gauche. Hashtag semaine de 30 heures. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Ubisoft qui a annoncé la semaine de 4 heures, de la semaine de 4 jours.
ce matin, dans leur studio. Moi, j'aime bien. J'ai envoyé ça à mes boss en écoute, mode genre, regardez. Quand même, Ubisoft. Ils le Alors, font. Hein. c'est bien qu'on parle d'Ubisoft, parce que du coup, ça va me permettre aussi de rebondir sur plusieurs définitions qui me sont venues du jeu moyen. Je t'écoute, parce dis-moi que tout. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'aborder la chose. Je pense que la définition la plus évidente, c'est le jeu où il y a rien qui dépasse. C'est une expérience de jeu où il n'y a rien d'extraordinaire, mais il n'y a rien de catastrophique non plus. Voilà, on est sur un jeu qui fonctionne, mais dont on ne gardera pas un souvenir impérissable. On pensera à n'importe quel mascotte platformer 16 bits sorti entre 1990 et 1996. C'était des jeux qui étaient pour la plupart fonctionnels, mais il y en avait peu qui étaient assez bien pour marquer leur époque. Donc ça, je pense que c'est une première définition. La deuxième définition, c'est l'expérience que tu as eue avec Murder de Suspect sous le machin. Night Shyamalan, Bruce Willis. Ouais, c'est ça. pas du tout le sixième sens avec une fausse moustache. Et oui, donc, et alors, la deuxième, dis-moi tout. Des jeux avec des moments, avec des bons moments où on est content de jouer au jeu, et des moments très frustrants où on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? C'est ça, ouais. Le petit moment de out of body, c'est ça, t'es là en mode genre, qu'est-ce que qu'est-ce que je fous là? C'est ça. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré chez moi? Sortez de chez moi, mais je vous ai jamais acheté, monsieur. Ouais, c'était ça. Alors un exemple qui pour moi est assez emblématique de cette catégorie, et je sens que je vais me faire des amis aussi, auquel j'ai joué très récemment, c'est Super Mario Sunshine, un jeu qui, tant qu'il coopère avec toi, est merveilleux, mais dès qu'il décide qu'il va te faire chier, c'est vraiment infernal. Tu perds tout plaisir. Ouais, c'est ça. Et tu regardes ton compteur de vie qui baisse inexorablement et tu te dis mais finalement, à quoi bon? Ouais, parce qu'on n'est pas venu pour souffrir, hein. Ah non, je suis pas venu ici pour souffrir. Ça, c'est sûr et certain. Et ouais, où surtout la frustration est mauvaise, parce que y a des jeux où t'as entre guillemets de la bonne frustration, comme des jeux de Edmund Macmillan, où t'as envie de recommencer parce que tu te dis, ah, cette fois-ci je vais y arriver. On repensera avec émotion à l'épisode sur les roguelikes et les roguelites. Et je pense qu'il y a une troisième catégorie de jeux moyens. Oh damn. À laquelle on ne pense pas assez. C'est la définition mathématique de la moyenne. C'est-à-dire le jeu qui fait la moyenne mathématique de tout ce qui se fait dans le reste de l'industrie. Et qui du coup fait une expérience qui est à la pointe de la technologie au moment où il sort, et qui peut même servir de maître étalon pour plus tard. Mais qui a du mal à créer une expérience vraiment unique, vraiment singulière, et dont on se souvient avec émotion. Et dans cette catégorie-là, on va retrouver une bonne partie de la production Ubisoft, avec les Assassin's Creed, les Far Cry, et aussi un jeu que j'aime de tout mon cœur, auquel je suis très heureux d'avoir joué. Oh. Mais où je vais devoir le mettre dans cette catégorie, c'est mon chouchou de la PS4, Horizon Zero Dawn. Oh damn. Oh, mais on va se faire cancel. Ah, c'est terrible. Mais en fait, Horizon Zero Dawn, donc le jeu de préhistoire futuriste post-apocalyptique, avec des robots dinosaures, quand même. C'est un pitch, ça. Ça se vend tout de suite. C'est un sacré pitch. Mais bon, après, regarde. Il y a des dinosaures en forme de tour pour avoir l'ensemble de la carte. On est dans un jeu en monde ouvert, action-aventure.
faut appuyer sur R1 et sur R2 pour faire les attaques, un petit peu comme dans Dark Souls qui était sorti quelques années plus tôt. On peut poser des pièges, il y a des cartes, il y a des camps de bandits à nettoyer, un petit peu comme dans un Just Cause. En fait, quand j'ai joué à ce jeu, j'étais vraiment content d'y jouer et j'ai passé un bon moment dessus, même si le jeu a du mal à faire des boss et toute la séquence de fin est un petit peu décevante de ce point de vue-là parce que d'accord. C'est pas très épique. Mais quand j'ai arrêté d'y jouer, je me suis dit c'est cool, je vais pas avoir besoin d'acheter d'autres jeux AAA. J'y ai joué un peu à tous. Oui, ouais, ok, j'avoue, je suis d'accord. Et pourtant, je défendrai Horizon Dawn jusqu'à la mort. Mais ok. Mais moi aussi, Aloy Forever, hein, c'est. Ah bah oui, là. C'est notre besta à tous et à toutes. C'est ça, on est tous prêts pour le 2, etc. Mais du coup, ta définition, c'est finalement quelque chose en fait qui va pas révolutionner l'industrie. Ou est-ce que c'est le fait c'est que ça ne cherche même pas forcément à la révolutionner, ça a fait de l'imprégnation culturelle des jeux qui sont sortis avant. Et si ça marche, et ben ça sert de plan de construction pour les jeux qui sortent après. Ouais. Et on boucle. Et ça tourne un petit peu en rond. Ouais, je pense que ça, je pense qu'il y a beaucoup de GTA 3 dans Horizon Zero Dawn. Hein. Oui, ouais, c'est évident. Et mais c'est un sujet que j'aime bien parce que littéralement j'étais en train d'y réfléchir au travail il y a quelques jours parce que donc du coup moi je travaille chez un publisher, donc on est des éditeurs de jeux vidéo, on n'est pas des développeurs, et donc c'est comme dans le monde du livre, hein, et qu'est-ce que tu fais en fait pour te faire éditer? Tu présentes un pitch. Et on est assez transparent au sein de l'équipe, donc tout le monde est invité en fait au pitch et au playtest. Et j'ai jamais vu autant de Breath of the Wild que cette dernière année. Tous, C'est fou, c'est Breath of the Wild. C'est ouf. Mais oui, effectivement. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur Horizon Zero Dawn. C'est quand même impressionnant que 2 jeux sortis en 2017 aient autant de points communs. Alors que on peut pas dire qu'il y en a un qui a copié sur l'autre vu la très très courte période de temps qui a séparé les 2 sorties. Ouais. On peut soupçonner de l'espionnage industriel, mais on peut pas dire c'est pas Genshin Impact, hein. Mais ouais, c'est ça. Et en fait, il y a effectivement en fait ce truc-là dans les jeux moyens. C'est en fait, il y a plusieurs trucs, en fait. Il peut, dans ce qu'il va y avoir de jeux moyens, dans moi, ce que je vois, en fait, dans les jeux moyens, tu vas voir, en fait, soit par exemple, c'est, voilà, ils se sont lancés dans une adaptation et on a Iron Man 2, Marvel Avengers, ou genre, je sais pas quelle énième adaptation d'un film, et genre, il arrive à être moyen parce que derrière l'équipe est talentueuse. Là, ils y arrivent. Mais alors, en général, genre, ouais, c'est ça, les adaptations de films, c'est une catastrophe. C'est toujours mauvais. Ouais, c'est ça, ouais. Il y avait un 3615 Lusul, il y a bien longtemps maintenant, à l'époque où il parlait de jeux vidéo, où il parlait un petit peu de ça. Il faisait une petite scénette où il incarnait un développeur canadien qui parlait de qu'est-ce qu'on ferait si on devait adapter Titanic en film. Il disait on pourrait faire un jeu à la première personne qui relate les événements du film, et il pourrait y avoir un petit peu d'action, un petit peu d'exploration, des petites énigmes. Ce serait un jeu fonctionnel et ce serait une adaptation fidèle au film, mais ce serait pas un jeu intéressant. Et après, il blague en disant on pourrait imaginer un jeu Titanic où on incarne l'iceberg et où le but c'est de se positionner pour intercepter la course du navire. Et ce que tu dis là sur les adaptations de films, je pense que c'était bien cristallisé dans cette petite galéjade de ce bon vieux Usul. Où je pense qu'il avait vraiment mis le doigt sur quelque chose. Il est bon, Usul, lorsqu'il avait fait ça. Ouais. Il est, je trouve, précis en fait dans
dans ses textes, justement, qu'il a sur le monde du jeu vidéo, je l'ai toujours trouvé relativement précis. Genre, c'est bon, quoi. Mais, Ouais. mais ouais, c'est ça. Parce que lui, il voit le problème. Ouais, c'est ça. Mais faut prendre le C'est temps de. Mais contrairement à d'autres. c'est pour ça qu'il déteste Bioshock Infinite, évidemment. Ouais, Bioshock Infinite, d'ailleurs, il y avait eu un phénomène très intéressant, c'était qu'il y a eu 2 vagues de critiques de Bioshock Infinite. Ouais, mais alors, je l'avais Quand pas le jeu est suivi. sorti, tout le monde a Ouais. dit ah ouais, c'est super, c'est vraiment Bioshock 3, on est content d'être ressorti de Bioshock 2. Mhm. Bioshock 2, dont il existe un test sur internet où le titre, les sous-titres et tous les paragraphes sont constitués de la phrase « c'est le même jeu que le premier mais en moins bien ». Et donc voilà, Bioshock Infinite avait vraiment fait une proposition artistique très différente et les gens étaient contents. Mhm. Et puis quelques mois après la sortie, 1 an après la sortie, il y a des gens qui y sont revenus et qui ont dit c'est quand même un jeu qui parle très très mal de racisme, avec un gameplay d'une répétitivité absolument insupportable et qui met une princesse Disney au milieu pour détourner l'attention, quoi. C'est ça. On l'aime bien. Mais on l'aime bien comme tonton au bout de la table, quoi. C'est genre, j'aime bien le voir une fois par an, c'est chouette. Pas plus. Mais pas plus. Mais pas plus. Et ouais, du coup, je pense que Bioshock, c'est une série qui a commencé comme étant justement assez pionnière Oui. et qui est devenue une série de jeux moyens. Et du coup, ça pose aussi la question de la rentabilité, la question de l'ingérence des exécutifs des studios dans le processus de développement artistique et de développement du gameplay. Oui, c'est ça. Il y a plein. En fait, effectivement, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, ouais. Et ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on parle des jeux, comment est-ce qu'on les évalue, qu'est-ce qui est important pour nous. Parce que... et ça, c'est encore une autre chaîne YouTube. Celle-ci est francophone, donc n'hésitez pas à y jeter un œil, qui s'appelle Un Drop dans la Mare, qui avait parlé de la critique de jeu, et qui disait la critique de jeu, à l'heure actuelle, elle a le cul entre 2 chaises, entre la critique littéraire, où on veut parler de thème, on veut parler de sens, on veut parler de ce qu'on ressent en faisant l'expérience du produit culturel, et la revue technique d'un produit électronique, qui est aussi le jeu vidéo. C'est ça. Et il proposait un système qui divorçait la critique littéraire de la description technique, avec un système de slider, justement, où il proposait de mettre différentes catégories, genre importance du scénario, violence, gameplay répétitif, plein de paramètres comme ça, et de les mettre sur des sliders plus ou moins éloignés de la moyenne de ce qui se faisait dans le reste des jeux, justement. C'est ça, donc du coup, une notation par rapport à la moyenne. Ouais. Hyper intéressant. Et comme beaucoup de vidéos de Un Drop dans la Mare sont de cette académie, c'est une chaîne que je vous recommande chaudement. Ouais, du coup, la manière dont on pense... Et voilà, la manière dont on pense au jeu, ça conditionne aussi la manière dont on en parle, et ces jeux moyens. Et là, on va pouvoir entrer dans ma hot take pour cette émission. Oh, et pourtant, j'ai déjà dit 2-3 trucs un peu salés. J'écoute. Moi, je pense que vous devez jouer à des jeux moyens. Je sais que vous pouvez avoir l'impression de perdre votre temps en y jouant, mais ça va vous permettre 2 choses. D'une part, ça va vous permettre de vous rendre compte que les jeux exceptionnels sont vraiment exceptionnels pour une raison. Parce que quand on joue à Tales of Zestiria, ensuite on est très content de jouer à Tales of Arise, qui est sorti très récemment et qui est, pardonnez mon langage fleuri, un putain de chef-d'œuvre. Du coup, ça permet d'apprécier à leur juste valeur les jeux vraiment exceptionnels et de pas avoir sa perception qui est faussée, parce que même si on joue que à des jeux exceptionnels, on va se mettre à les classer entre eux, et on se retrouve avec le syndrome de Metacritic, où toute note inférieure à 7 sur 10 est une condamnation à mort, ce qui est quand même malheureux. En plus de ça, jouer à des jeux moyens, c'est aussi jouer à des jeux parfois un peu bizarres,
qui essayent des choses et qui réussissent pas tout à fait, mais elles ont eu le mérite d'essayer. Et ça peut être l'occasion de tomber sur des choses qui vous parlent, qui vous plaisent, et de trouver votre nouveau jeu préféré là où vous ne l'attendiez pas. Parce que des jeux pas ouf mais qu'on aime d'un amour sans borne, il y en a plein. Moi par exemple je suis un ardent défenseur de DMC Devil May Cry de Ninja Theory sorti en 2013, un jeu où dès que j'ai compris que je pouvais sauter les cinématiques j'ai pris un pied monstrueux. Et pourtant, ce jeu est complètement délaissé par la critique et considéré comme l'anti-Devil May Cry. Le vilain petit canard. Oui. Le vilain petit canard de la série. Oui, c'est ça, ouais. Et alors que c'est un jeu avec une proposition de gameplay qui est vraiment audacieuse, une direction artistique qui tient la route malgré ce petit chapeau sur la tête de Virgil. Qui a disparu de la version remasterisée qu'ils ont faite après. On arrête. C'est ça. Et voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, auquel je suis très content d'avoir joué. Et si on se basait seulement sur des sites d'agrégation de tests comme Metacritic, par exemple, eh ben c'est un jeu vers lequel on n'irait pas, parce que la presse a dit c'est nul. Et peut-être que ce serait votre cam, de la même manière. Alors, je vais pas vous recommander de jouer à Star Fox Zero sur Wii U. Il y a des limites. Mais moi, j'ai passé de bons moments dessus. Pas que, mais j'ai passé de bons moments dessus. Je suis content d'y avoir joué. Hein. Ou alors, pour donner un dernier exemple, cette fois-ci tiré du cinéma, Batman vs Superman. Oh mon Dieu. Je ne dirais jamais que c'est un bon film, mais je suis content de l'avoir vu. Oui, ça permet de noter les autres. C'est ça. Mais ouais. Sur la question de la presse, ouais, c'est toujours quelque chose qui est intéressant. C'est voilà, la presse note des jeux vidéo d'une telle manière, c'est tel journaliste. On sait que les journalistes sont embauchés de manière générale dans des journaux qui ont les mêmes vues qu'eux. Un journaliste de droite vous dira toujours on me coupe jamais la parole. Bah, bien sûr, tu es dans un journal de droite. Et inversement à gauche, etc. Et donc, du coup, on lit quelques revues de jeux vidéo, donc ils ont tous les mêmes avis. Et donc, du coup, bah, s'il y a quelque chose qui n'a pas plu, malgré son originalité, on peut passer à côté parce qu'il y a eu une note qui était moyenne. Ouais. Voilà, et c'est dommage parce que ce sont des produits culturels qui ont le droit d'exister aussi et dont certains méritent qu'on en parle et que le fait de ne pas être exceptionnel ne devrait pas être une condamnation à mort pour le fruit du dur labeur des designers, développeurs, artistes qui ont travaillé sur ces jeux aussi et dont certains peuvent même être très fiers de leur travail. Donc voilà, ma hot take c'est Horizon Zero Dawn est la moyenne arithmétique de ce qui se faisait à l'époque de sa sortie et jouer à des jeux moyens, même s'ils sont pas ouf, parce que ça permettra de rafraîchir un petit peu votre point de vue sur le jeu vidéo. On va s'arrêter là pour cet épisode. Merci beaucoup Noah de m'avoir accompagné. Je vous rappelle que Hot Takes et Subburn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expériences de jeu. Je tiens à remercier énormément Paul pour son travail sur le montage, à remercier Simon pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver l'adresse de la chaîne YouTube de Simon sur la description de l'épisode. Merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Merci à vous de nous écouter avec assiduité tous les deux vendredis. Merci à toi Noah. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire à nos auditeurs, nos auditrices, un SoundCloud que tu voudrais nous révéler, nous partager, ou une hot take bien salée? Non, alors pas de hot take. Je vais n'hésitez pas à écouter For the Plot. On fait des blagues, on raconte l'histoire d'un jeu vidéo de A à Z, on s'amuse bien. Et puis en plus, la saison qui vient, on a des invités, donc en plus ça fait encore plus de blagues. Et ce sera mon auto-promotion. Eh ben, c'est là pour ça. N'hésitez pas à écouter For the Plot. Je recommande chaudement. D'ici là, je suis Mythe et n'oubliez pas d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut.
Et on coupe. Yes! Attends, non, ça enregistre encore.